Alors bonjour Ariane Ascaride et merci encore de nous recevoir pour ce 42e mai du livre qui a pour thème, vous le savez, l'éloge de la rencontre. Voilà. Et donc C'est moi. le confinement qu'on a subi est à l'inverse le manque de rencontres. Et vous avez souffert, comme beaucoup de monde, du confinement, de cet arrêt de la vie sociale et artistique. Et vous avez réagi par l'écriture. Hein. En fait, je ne l'ai pas fait. Comment dire? En fait, je n'avais pas du tout prévu d'écrire un livre. Euh, il s'est passé que Augustin Trapenard sur France Inter m'avait proposé pendant le confinement. Il faisait une fois par jour. Il proposait à quelqu'un d'écrire ce qu'on appelle une lettre d'intérieur. Donc, il m'avait proposé d'écrire une lettre, et je me suis rendu compte que cette lettre m'avait particulièrement soulagée. J'avais l'impression de ne plus avoir une enclume sur l'estomac. Et je me suis dit, bah, il va peut-être falloir que... Enfin, je me suis dit tout bêtement, en étant confinée, il faut que je trouve un truc, je vais continuer à écrire. Je vais écrire des lettres. Mais je ne me voyais pas écrire des lettres à des amis qui vivaient absolument la même chose que moi. Oui. On était tous là-dedans. Donc, je me suis dit, il faut que j'écrive des lettres à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on est en train de vivre, cette espèce de science-fiction dans laquelle on est. Et je, et je me suis dit, tiens, je vais écrire des lettres à mon père qui est mort depuis 25 ans maintenant. Et voilà, j'ai fait ça. Voilà. Là-dessus, les gens du Seuil avaient entendu la lettre sur France Inter d'Augustin que j'avais fait pour Augustin Trapenard. Ils m'ont appelé en me demandant si je ne voulais pas développer cette lettre-là. J'ai dit non, parce que c'était un geste comme ça. Et ils m'ont demandé si j'écrivais autre chose. J'ai dit, bah ouais, j'ai écrit des lettres à mon père qui est mort. Ils m'ont demandé si ça m'embêtait de leur en envoyer une ou deux. Et comme j'écrivais un jour sur deux et que le confinement a quand même été long, je leur en ai envoyé quelques-unes. Et puis 3 jours après, ils m'ont dit, nous, ça nous intéresse de les éditer. Voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est dans cette horreur du confinement, j'ai eu un cadeau, quoi. Voilà. Alors, vous avez choisi le style épistolaire et Mmh. vous êtes proche de la chronique aussi, puisque Ben tout est oui, daté, hein. bah oui, parce que j'écrivais un jour sur deux et je ne faisais que raconter ce que je vivais. Je n'étais que dans ce que je vivais, c'est-à-dire dans ce que j'entendais, des bruits de la rue qui s'étaient transformés ou qui me ramenaient en arrière, dans ce que je ne pouvais plus faire, dans ce que les informations provoquaient chez moi comme irritation et même comme colère. Je ne faisais que raconter mon vécu qui était complètement réduit puisqu'il était il se passait à l'intérieur d'une maison dont je ne pouvais pas sortir, mais le fait de raconter mon vécu me permettait de presque d'une manière assez inconsciente, enfin je le faisais pas d'une manière volontaire. Par, par exemple, je parlais d'un son et ce son-là me renvoyait à la ville dans laquelle j'étais née pendant l'été et du coup je raconte ça, les sons de mon enfance. Et le choix de votre père comme un destinataire vous permet de raconter à quelqu'un qui ne vit pas ce que vous êtes en train de vivre pour bien lui expliquer et développer tout cet environnement du confinement. Bah, oui, parce que il fallait que je le raconte à quelqu'un qui était étranger. Voilà. Mais le seul qui était étranger, c'était un mort. Voilà. Parce que tout le monde y était, tout le monde était plongé dedans. Et c'est pas qu'un seul pays, c'était le monde entier qui était plongé dedans. Donc, je ne pouvais le raconter qu'à un mort ou à une morte, mais à quelqu'un qui n'était pas sur la terre. Voilà. Et c'est pas pour autant de la nostalgie. Vous vous en méfiez de la nostalgie euh, par une certaine rigueur de la pensée, je trouve. Absolument. Parce que la nostalgie, en fait, c'est je m'en méfie parce que je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique, au fond. Donc, je m'en méfie parce que je sais très bien ce que ça peut entraîner. Donc, On il faut sent la que vous, gérer. ouais, on sent que vous Il, luttez contre dans il faut la, l'écriture. il faut la gérer, la nostalgie. Il Voilà. faut la gérer, sinon elle vous submerge, elle vous noie. C'est comme un tsunami, la nostalgie, si on fait pas attention.
Donc effectivement, c'était de rester. Et puis surtout, c'était très important de rester. Je sais pas comment vous dire, de rester sur ses gardes dans ce temps dans lequel nous étions plongés, parce que, enfin, après tout le monde, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé de ça. C'est un temps tellement spécial, et là on y est à nouveau replongé. C'est un temps tellement spécial qui vous fait perdre, qui peut vous faire penser que, pouf, après tout, pourquoi se lever? Après tout, pourquoi se laver? Après tout, pourquoi continuer à réfléchir? Puisque de toute façon, on est là et on ne peut rien faire. Mais, mais disons que mon caractère n'étant pas celui-là, enfin, disons que je suis quelqu'un qui m'autodiscipline terriblement. Je me suis dit qu'il fallait que tous les matins, je sois debout, que je fasse des choses débiles. D'ailleurs, je faisais des choses débiles, mais avec, si vous voulez, des horaires. Et dans ces horaires, il y avait cette lettre à mon père que j'écrivais parce que, mais c'était surtout enfin, si vous voulez, c'était un peu thérapeutique, quoi. Il y avait quelque chose d'un peu thérapeutique pour que je tienne debout. Bien sûr. Et alors, comment expliquez-vous le fait que votre père refoule un peu sa culture? Je dis pas son identité. Ah non, non, il refoule son identité. Non, non, Aussi, non, non, aussi, non, c'est son identité. Non, non, mon père a transformé son identité. Comment l'expliquer? C'est pas très compliqué. Vous pouvez parler, je ne sais pas. Vous devez certainement de votre côté aussi, parce que c'est une situation qui existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes issu de l'immigration, quand vous êtes un enfant de gens qui ont immigré, euh, eh bien, c'est très difficile, malgré l'école de la République. Et aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être encore plus difficile qu'avant, d'être accepté à l'intérieur, à l'intérieur de la société. Donc, mon père avait un complexe énorme de son italianité. Il ouais, voulait absolument que nous soyons français, et il vivait cette italianité comme une tare. Mais c'est compréhensible, parce que quand vous êtes traité de macaroni, c'est pas facile. Et ouais. il faut avoir un certain, ou avoir rencontré des gens, ou avoir fait certaines études, enfin certaines études, ou avoir un peu de savoir, euh, comment dire, pour et ne pas être marqué dans sa chair aussi, parce qu'il faut quand même jamais oublier que on peut être marqué dans sa chair avec ces choses-là. Demander aux jeunes gens issus de l'immigration maghrébine ce que ça leur fait d'être contrôlés tout le temps. Et ça, moi, j'appelle ça être marqué dans sa chair, parce que c'est ça que ça renvoie et pas à autre chose. Euh, Si ils ont la possibilité qu'il y ait des gens qui les aident, qui les intègrent, ben, ils vont s'en sortir. Sinon, soit ils vont plonger dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont revendiquer d'une manière violente, entre guillemets, mais enfin provocatrice, cette identité-là, alors que pour beaucoup, ils parlent pas l'arabe, et au fond, leur culture maghrébine, elle est comme ça, quoi, comme moi aurait pu être ma culture italienne, à part Voilà. que moi, j'ai décidé à un moment donné de basculer dans cette culture. Mais enfin, toujours est-il, pour en revenir à mon père, il n'était pas question que nous parlions italien, il n'était pas question qu'il nous emmène en Italie, il était question que nous soyons des petits bourgeois français. C'est Et tout, c'était pourtant, le rêve de ouais. sa vie. Et pourtant, vous avez été bercé par ces contes, ces Mais récits, c'est, et mais c'est même sa ça, pratique de théâtre, un peu, je crois, et sa la manière pratique de voir le monde. sa pratique de, non, sa manière de voir le monde, elle avait rien à voir avec l'Italie. Non, et D'accord. sa pratique de théâtre, c'est pas, sa pratique de théâtre vient d'ailleurs, mais plutôt sa pratique culinaire, par exemple. Vous voyez, Oui, manger, c'est la oui. culture. Sa pratique culinaire, ou ses manières de réagir par rapport à certaines choses. C'est plutôt ces choses-là. Mon père était malgré lui, et moi je dis heureusement, très italien, même s'il ne voulait absolument pas l'être. Il avait une certaine élégance, il avait une certaine manière
d'appréhender les choses. Le théâtre, c'est pas la comédie. Enfin, il est allé au théâtre non pas pour faire de la commedia dell'arte, il y est allé pour autre chose. Mais surtout, ce qu'il voulait, c'était sortir de sa condition. Le théâtre, c'est quelque chose qui l'aidait à sortir de sa condition, c'est-à-dire sa condition de pauvre. Voilà, c'est avant tout ça. C'est important. Et vous écrivez, je sens très souvent que dans votre livre, vous regrettez certaines régressions et vous pensez même que nous sommes à la croisée des chemins. Bah, Vaste sujet. vaste sujet. Mais ce que je dirais, c'est que il faudrait un peu se réveiller, quoi. Il faudrait un peu se réveiller. Je suis, si vous voulez, là encore une fois, dans 1 an, il y a des élections présidentielles. Euh, j'ai eu jeune fille, enfin très jeune fille, j'ai connu. Enfin moi, je participais pas vraiment, mais j'avais des frères plus âgés ou j'avais mes parents et tout ça. J'ai su ce qu'était avoir un programme commun de gauche. C'était quelque chose d'assez enthousiasmant pour des tas de gens. Aujourd'hui, quand je vois que la gauche n'arrive pas à se mettre d'accord, alors que je pense que nous allons plonger dans une crise économique euh, assez terrible, que je vois qu'on fait vivre la jeunesse, on fait vivre à la jeunesse une horreur, parce que c'est terrible de leur demander de vivre comme ils sont en train de vivre. Que les femmes et hommes politiques n'arrivent pas à un moment donné à faire passer leur ego un peu derrière et à repenser le monde et à faire une proposition politique. Mais ça, si vous voulez, des fois, je me dis, c'est parce qu'on ne pense plus le monde. Ça fait 30 ans, j'ai l'impression qu'on ne pense plus le monde, que je n'entends plus les philosophes. Bien sûr qu'ils sont là, mais on leur laisse peu de place. Voilà. Et, et aussi, les gens, la population est lassée, quoi. Est lassée par ces chaînes d'infos permanentes qui, au bout du compte, font que on entend tout et on n'entend rien. Alors, et je suis très embêtée, vous comprenez, quand je vous dis ça, parce que ça peut apparaître presque comme une attitude réactionnaire et régressive. Or, c'est pas ça. C'est essayer de remettre les choses dans le bon sens. Euh, tout devient spectaculaire. Or, le spectacle, je sais de quoi je parle, mais le spectacle, c'est pas tout. Mais c'est que on n'agit plus ensemble. On ne pense plus ensemble. C'est Valérie qui dit qui parle de la multitude des seuls. Bah oui, bah c'est ça. Vous savez, ça fait 40 ans qu'on fait vivre les gens dans un individualisme forcené. Regardez ce qui vient de se passer encore. Enfin, je sais pas, vous aussi, vous êtes confinés. Nous, à Paris, moi, j'habite dans la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France et le département où il y a le plus de morts en France à cause du Covid. Comme par hasard, C'est pas le d'accord? hasard, oui. Comme par hasard. Donc là, à partir du moment où on a décidé que les écoles étaient fermées, encore une fois, et moi, c'est un truc qui m'interroge beaucoup d'ailleurs. Encore une fois, hop, ça a été l'exode. Tous les gens qui peuvent partir, et tant mieux, je dis pas le contraire, tant mieux. Tous les gens qui peuvent partir sont partis. Il y a eu des centaines de kilomètres de bouchons sur le périphérique à Paris. Les gens s'en allaient. Les autres, ils sont là, dans des appartements qui sont pas très grands. Et effectivement, aujourd'hui, il fait soleil. Il y a un parc un peu plus haut au-dessus de chez moi, donc ils vont aller dans ce parc. Mais comme ça fait 40 ans, si vous voulez, que la télévision n'est pas destinée à eux, parce qu'au fond, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait des choses pour eux, ils ne la regardent pas, la télévision. Et donc, en ne la regardant pas, ils en ont rien à foutre des gestes barrières. Mais vous voulez que je vous dise? Ils en ont rien à faire. Venez dans le parc, vous verrez. Tout le monde est sans masque. Et voilà.
Et après, ça tombe malade. Alors là, j'ai l'impression que, si vous voulez, qu'avec la vaccination, les gens s'y collent un peu, quoi. Mais encore une fois, sans l'école, il y a rien, quoi. Sans la possibilité au savoir, sans se battre pour donner à tous les enfants, je dis bien tous les enfants, la possibilité d'approcher le savoir, et donc d'avoir la possibilité de penser leur vie, de la choisir, ben, on en est là. Et effectivement, comme on est dans des temps qui sont très difficiles, et ben, il y a une espèce de tension qui se crée entre des groupes sociaux divers, et il ne leur reste plus que des solutions terrifiantes, quoi. Des solutions qui les entraînent vers le bas, et des solutions de régression totale, et de Ouais. dire que l'autre est son ennemi. En fait, c'est ça, ça revient à ça. C'est se dire, au lieu de se dire l'autre peut t'apporter quelque chose et tu peux échanger avec l'autre, cette politique de l'individualisme forcené depuis plus de 40 ans fait que obligatoirement l'autre est un ennemi. C'est tout. Et voilà. Dans plusieurs pages, vous mentionnez, un retour vers, vos angoisses d'enfance. Mmh. Et vous parlez, de presque de traumatisme, et ça rejoint un petit peu l'analyse que font beaucoup de psychologues, qu'on va sortir difficilement de cette période. Bah, moi, je pense que les enfants qui ont vécu tout ça et qui continuent à le vivre seront marqués, plus ou moins, mais seront marqués. Ils auront vu. Vous savez, j'ai un ami, Jean-Pierre Daroussin, il a un petit garçon qui a 7 ans. Oui, Ben, ce petit garçon qui a 7 ans, il a jamais vu le visage de sa maîtresse. Parce que le visage de sa maîtresse est toujours avec un masque. C'est normal? C'est pas normal. Et ça laisse des traces, que vous le vouliez ou non, que vous l'ayez décidé ou pas. C'est ça, heu, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai pas pris mes enfants dans mes bras et que je les ai pas embrassés. Donc, si vous voulez, à un moment donné, alors peut-être que je suis trop hygiéniste, je n'en sais rien, mais enfin, c'est quelque chose de terrifiant. Tout Les enfants et les jeunes gens vont sortir extrêmement marqués. Qu'est-ce que c'est qu'à 15, 16 ans, ne pas pouvoir sortir, aller dans une soirée pour embrasser une fille, ne pas pouvoir embrasser une fille? C'est inhumain dans le sens propre du mot. C'est inhumain. Donc évidemment qu'ils vont sortir marqués de ça. À part ceux dont les parents sont bourrés de pognon et qui les auront envoyés sur une île ou je ne sais pas. Mais enfin, ça sera quand même une période étrange, même pour eux. Et on va, moi personnellement, j'ai la sensation qu'on me vole ma vie. On me vole, on m'a déjà volé 1 année de ma vie. Mais j'ai la chance de vivre des tas de choses. Et c'est pour ça que je suis extrêmement en colère. En fait, je suis extrêmement en colère pour ça. Je supporte pas qu'on me vole ma vie. J'ai jamais supporté que de la subir. J'ai toujours voulu faire les choses que je voulais. Des fois, je suis tombée, je me suis cassé la gueule, je suis pas arrivée à faire ce que je voulais, mais en tout cas, j'essayais, quoi. Et là, enfin, je sais qu'il y a des malades. Il y a des pauvres gens qui vont tous les jours à l'hosto, qui travaillent comme des fous, qui sont payés avec des cacahuètes pour sauver des vies, et on leur dira jamais assez merci. C'est pas grave de plus les applaudir. C'est simplement, ce qu'il faudrait, c'est remettre à la bonne place qu'est-ce que c'est que une aide-soignante, un infirmier, un interne, un médecin, un chef de clinique, tout, vous comprenez, et d'avoir du respect, comme avoir du respect pour les instituteurs, les maîtresses, les professeurs, qui sont là à se battre. Là, j'ai encore entendu que la première journée de classe, le truc, il a explosé, ça a pas marché, les gamins, ils n'arrivaient pas. C'est épuisant, quoi. J'ai l'impression que, je sais pas, on est un pays, bon, ça se dit plus, mais un pays du tiers-monde, quoi. Vous voyez, enfin, il y a des moments, mais c'est surtout ce que ça raconte,
c'est que nous sommes dans un monde où l'humain n'est pas au premier plan. C'est pas l'humain qui est au premier plan, c'est le profit qui est au premier plan. C'est tout. C'est pour ça que je ne vous trouve pas pessimiste, je vous trouve lucide, très lucide, et avec cet optimisme de volonté là, Mmh. qui est nécessaire. Euh, et alors vous avez dans vos pages, puisque nous sommes au milieu du livre là, vous dites que vous essayez de retrouver des bonheurs simples, Mmh. comme comme nous y invite la littérature Je de Jean Giono. mmh. Mais c'est vrai et je pense que ça oui, ça m'a réappris ça, vous savez, moi, j'étais une gamine parce que j'étais scout, tout simplement, qui, tous les dimanches était dans la colline, dans les collines au-dessus de Marseille. Je suis pas Marcel Pagnol, mais je connais bien les endroits dont il parle parce que je les ai parcourus moi aussi, les dimanches, les dimanches, avec les scouts et c'est vrai que moi j'adore, et ça m'est resté d'ailleurs. Hmm. J'adore aller dans la colline. Maintenant, je vais dans une colline où de ma colline, je vois la mer. Je peux rester des heures assise dans ma colline, regarder la mer et rien faire et juste jouer avec il y a des tas de petits coquillages, vous savez, dans les collines, des tas de petits coquillages, de petits fossiles, des Les machins comme ça. fossiles, oui. Voilà, et m'amuser avec ça. Et ça, je vous assure, à qui veut, je peux apprendre à quelqu'un de mettre un petit coquillage fossile entre ses 2 doigts là comme ça et si on souffle, ça siffle et ça fait un sifflement très, très fort et voilà, oui, c'est vrai, regarder une fleur, regarder ce que fait un oiseau. Moi, je suis quelqu'un de très urbain, en fait. Je suis pas du tout une fille de la campagne et hem et le confinement a fait que tous les matins, bon, j'ai la chance, alors je le dis vraiment, j'ai la chance d'avoir un jardin. Oui, voilà. Donc tous les matins, il y avait, des oiseaux. Donc je regardais les oiseaux. J'avais le temps, j'avais rien à faire. Donc vous vous rendez compte que les oiseaux, ils font des tas de trucs. En plus, c'était le printemps, donc ils construisaient des nids, ils faisaient des machins, ils poussaient des cris que j'avais jamais entendus. Et comme en plus il y avait personne et qu'il n'y avait pas de voiture, bah, les oiseaux ils sont revenus. Donc il y avait il y avait des geais, il y avait des rouges-gorges, il y avait des mésanges, il y avait des ignobles pigeons, car je hais les pigeons de Paris. Et voilà. Et, et, et c'est, mais surtout ce que je veux dire, c'est que ce temps qu'on prend à regarder une fleur, à regarder un oiseau, en fait, c'est comme un pansement de l'âme. Ça vous apaise, ça fait redescendre la pression et ça vous permet de repartir. C'est un réapprentissage du bonheur, tout simplement. Hein? Oui, enfin, vous savez, le bonheur, je sais pas bien ce que c'est, mais c'est un réapprentissage de, comment je pourrais dire, du vivant, de la terre, Voilà. de la chance qu'on peut avoir à vivre sur cette planète qui est quand même sacrément étonnante, quoi. Je dirais Alors, ça. je vous cite, l'art est aussi indispensable que boire et manger, vous écrivez. Mmh. Hein? Alors qu'éprouve une comédienne comme vous quand elle ne peut plus monter sur les planches? Mais je meurs de faim, mon cher. Je Voilà. meurs de faim. Je meurs. Je suis en train de mourir de faim et de soif. Je meurs. C'est très, 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 très difficile. Et, euh, et encore une fois, euh, voilà, moi j'ai une carrière derrière et je vais faire, bon, je tourne ou je fais des choses pour la radio, des machins comme ça. Je fais tout le temps des choses. Mais ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec le spectacle vivant. Et il y a des tas de jeunes gens, la preuve, des tas d'acteurs qui occupent les théâtres en ce moment parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que, parce que, parce que je me dis des fois aussi que cette occupation des théâtres, c'est un moment aussi pour eux de se retrouver ensemble. Vous savez, les comédiens sont des gens qui ne savent pas vivre seuls. Les comédiens sont des gens qui vivent ensemble, qui se retrouvent pour répéter, se retrouvent pour jouer, qui se retrouvent pour réfléchir à faire des choses et qui se retrouvent pour partager avec des gens qui viennent s'asseoir dans une salle. Les comédiens sont des gens qui sont tout le temps en rapport avec les autres et qui
viennent là pour vous raconter des histoires. Oh, ils viennent bien aussi pour qu'on les regarde, parce qu'il faut être quand même tapé pour faire ce métier, vous voyez. Il faut quand même un peu taper. Il peut se dire que ah bah il y a des gens qui vont payer pour venir vous regarder. C'est quand même incroyable, non? C'est fou. Et en même temps, c'est génial. Mais c'est quand même, si on regarde à plat comme ça, c'est un peu fou. Mais il ne suffit pas que les gens viennent vous regarder. Il faut que vous leur racontiez des histoires. Et dès qu'un enfant naît, qu'est-ce qu'on fait? On lui raconte des histoires. On ne peut pas vivre sans savoir, sans éprouver les émotions que Racine a pu écrire ou que Beaumarchais a pu écrire lui aussi, ou que, je ne sais pas, Euripide ou Sophocle, parce que ce sont des gens au fond, parce qu'au fond, on s'y retrouve. Et ça nous aide à avancer. Parce qu'on se dit, ah bon d'accord, Bérénice, elle était tant amoureuse que ça. Ah bah oui. Donc cette douleur, c'est vrai, c'est quand je dis que moi je suis très malheureuse parce on m'a quittée et que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais voilà, là je comprends parce que je m'y retrouve dans Bérénice. Vous comprenez? Ça vous aide à vivre et ça vous aide à penser. Et c'est pour ça que l'art, la création, c'est fondamental. Si c'était pas fondamental, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la groupe de Lascaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? Ils se sont mis à peindre, non? Ils ont peint contre les murs des cavernes. Ils ont mis l'empreinte de leurs mains. L'art, c'est aussi la possibilité de passer des messages de siècle en siècle, les uns aux autres. C'est aussi, ça a quelque chose qui a à voir avec l'immortalité. Et c'est quand même assez joli. Donc, La première histoire de l'humanité, c'est Gilgamesh. bah oui, voilà. Et le sous-titre, c'est l'histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir. Mais personne veut mourir. Voilà. Absolument personne Bien ne sûr. veut mourir. On est obligé, c'est pas la même chose. Mais on ne veut pas mourir. Donc, Oui. il faut on laisse des petites traces comme ça. Puis même regarder dans les familles, dans des réunions de famille, il y a toujours un moment où on va raconter ce que l'arrière-grand-tante avait fait. Qu'est-ce que fait Molière? Molière, il va traîner dans tous les coins de France. Il écoute des gens raconter des histoires. Et puis après, il a le génie de les écrire. Mais si je regarde le bourgeois gentilhomme, excusez-moi, c'est alors là, celui-là, il est tout à fait d'actualité en ce moment, vous voyez. Peut-être une dernière question, Ariane. Vous dites devoir beaucoup à la lecture. Mmh. Mmh. Je dois tout à la lecture, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'étais une enfant, j'avais 2 frères qui étaient beaucoup plus âgés que moi et j'étais une enfant très solitaire et au milieu d'un certain chaos familial. Et et c'est la lecture qui m'a permis d'abord de découvrir qu'il y avait des choses très différentes, qu'il y avait des gens qui vivaient pas du tout comme moi, et puis aussi qu'il y avait des gens qui savaient très bien dire ce que je ressentais, parce que moi je n'arrivais pas à le dire. Et puis des histoires extraordinaires. Donc ça m'emmenait ailleurs, ça m'emmenait loin, et ça me faisait supporter un réel qui n'était pas toujours facile. Et puis, ça m'apprenait le langage, car le langage est la plus grande des armes. Pourquoi croyez-vous que des enfants, des jeunes gens sont violents? Parce qu'ils n'ont pas le langage. Si vous leur donnez le langage, il n'y a plus de violence physique. Parce que le langage, par contre, peut être extrêmement violent par moment. Ça peut vous faire beaucoup plus mal qu'un coup de poing. Et mais à mon sens, euh, apprendre le langage, et encore une fois, je le redis, c'est des professeurs peuvent faire ça. Moi, j'ai joué un personnage qui existe, hein, qui est un professeur absolument génial, qui s'appelle Anne Anglaise, qui dans le film s'appelle Madame Guéguen, qui un film s'appelle Les Héritiers. Anne a fait faire à ses élèves de seconde, qui étaient définis comme la seconde la plus pourrie du lycée Léon Blum de Créteil, il leur a fait faire le concours national de la résistance et de la déportation.
Ils savaient même pas ce que c'était. Ils étaient tous d'origine très mélangée. Oui. Ils savaient même pas qu'il y avait eu un holocauste. Ils savaient rien. Ils ont gagné ce concours en collectif et 2 ans après, ils ont tous eu le baccalauréat et 17 avec mention très bien. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est à ça que ça sert l'école. On arrive au terme de notre temps que vous nous avez consacré. On vous remercie vivement Je vous en pour prie. cette richesse de pensée, pour cette vibration et qu'on retrouve dans vos personnages, que ça soit sur Vous scène êtes figé. ou au cinéma. Hein. Bah écoutez, j'essaie d'être sincère, Exactement, c'est tout. exactement. Et Alors merci. des fois ça me joue des tours, mais bon, Ah oui, ça c'est pas grave, s'accompagne de souffrance aussi, bien sûr. Hein. mais c'est Voilà. pas grave, c'est pas grave. En tout cas, merci pour ce rire radieux aussi. Merci. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir.